Bonjour à toutes et à tous pour cette seconde vidéo que j'ai intitulée Covid, hystérie collective ou esprit de responsabilité, sous-titré Le confinement. Il y a tellement de choses à dire sur le Covid que je vais faire plusieurs vidéos. D'abord un point de détail, je vais bien dire le Covid plutôt que la Covid comme préconisé par l'Académie française, j'en ai conscience. Pour moi c'est une stratégie de différenciation sociale, donc ça m'agace, je trouve ça dérisoire et je continuerai à dire Covid. Alors le Covid c'est l'événement politique du XXIe siècle pour moi. Pas de 2020 mais du XXIe siècle. Car la réponse politique au Covid a généré la plus grosse crise économique mondiale en plus d'un siècle, excepté les guerres mondiales, une suspension inédite de liberté publique et individuelle, excepté les guerres mondiales, et le phénomène du confinement, sur lequel je vais faire un focus dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on ne peut pas raisonner sur le Covid si on ne fait pas un examen attentif des chiffres. Au moment où je parle, le 1er octobre 2020, on a un peu plus de 32 000 morts en France sur 7 mois d'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, avec le même bilan, on peut présenter le bilan sous des jours très différents, même opposés. On peut dire, par exemple, c'est 10 fois le World Trade Center, qui a été un événement tragique, donc on a bien là un événement historique qui mérite des mesures extrêmes. Mais on peut dire également que c'est équivalent à la grippe d'Hong Kong de 1969, dont personne n'avait jamais entendu parler avant l'émergence de ce nouveau coronavirus, que c'est 1,5 fois la grippe, une grosse épidémie de grippe qui fait 20 000 morts, ce qui fait sourciller personne alors que c'est la même contagiosité et la même population cible. Et on peut constater aussi selon les statistiques officielles que l'année 2020 ne constituera pas, n'aura pas une mortalité supérieure aux autres années, ce qui est un paradoxe. Et là, on peut se dire peut-être que les pouvoirs publics ont très largement eu des réponses très nettement disproportionnées par rapport au danger. On peut toutefois minorer ou majorer ces estimations. Déjà, on peut minorer. Le CDC aux États-Unis a dit que 6% seulement des morts Covid étaient dues uniquement au Covid. Les 94 autres pourcents ont des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des autres pathologies lourdes. Une étude anglaise récente montre que jusqu'à 30% des morts Covid sont en réalité morts d'autre chose que du Covid. Pourquoi? Parce que l'âge médian de mort est de 84 ans. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui meurt du Covid dans les statistiques a 84 ans ou plus. Prenons un exemple. Un homme de 88 ans qui a un cancer du pancréas en phase terminale attrape le Covid et meurt. Dans les stats, c'est un mort Covid. Le Covid a tué cet homme. Sauf que ce qui l'a tué, ce n'est pas le Covid, c'est le fait d'avoir 88 ans et surtout un cancer du pancréas en phase terminale. Si à 88 ans, il n'avait pas ce cancer-là, il n'avait pas de pathologie lourde, il aurait eu le Covid, mais il ne serait pas mort. S'il avait 25 ans, pas le Covid, mais un cancer du pancréas en phase terminale, il meurt. Donc si on enlève ces 30% de morts, on n'est plus à 32, mais à 24 000, ce qui vraiment rapproche d'une épidémie de grippe. En tout cas, n'a rien à voir avec les statistiques de grippe espagnole, sans parler de la peste. Mais on peut aussi majorer le bilan. On peut dire sans confinement, on aurait une boucherie. C'est la position des modélisations que je vais attaquer d'ailleurs, qui ont parlé de 100, 300, 500, 800 000 morts en France. On est presque étonné que personne ne soit allé jusqu'au million quand même, un manque d'ambition peut-être. En tout cas, sans confinement, le bilan explose. Si on n'a que 32 000 morts, c'est parce qu'on a pris toutes ces mesures, notamment le confinement. Sans ça, ça aurait explosé. Ça, c'est un argument. Arrêtons-nous sur cette notion de confinement. Le confinement, c'est quoi? C'est l'assignation à résidence généralisée de la population, élite comme peuple, sur un mode carcéral. C'est-à-dire que comme en prison, on a droit à son heure de sortie quotidienne, comme en prison, la seule activité possible, c'est le travail. Alors non pas pour une remise de peine, mais pour faire tourner l'économie. On est vraiment sur un process carcéral. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a eu un consensus assez large autour de cette mesure d'enfermement collectif. On aurait pu imaginer une profonde révolte, au moins des débats agités, mais non rien. On a même vu des citoyens revendiquer cette période comme une sorte de parenthèse enchantée, où on pouvait voir Netflix, surfer sur le web, s'occuper de ses enfants, aux frais de la princesse. Des citoyens qui font de l'enfermement une délivrance. On vit vraiment une époque paradoxale. Selon moi, il y a trois causes à ce consentement. D'une part, un virus inconnu, donc machine à fantasmes, des modélisations mathématiques catastrophistes et catastrophiques, à mon avis, et une tension sur les lits disponibles en réanimation. Premier point, le virus inconnu. Alors, la décennie 2010, c'est celle du zombie. Voilà, c'est le héros culturel de notre époque. Au doigt mouillé, j'évalue à peu près 25% la part d'œuvres apocalyptiques dans la production culturelle contemporaine, notamment audiovisuelle. Zombies, planète qui va exploser, des dinosaures qu'on recrée qui tuent tout le monde. Bref, des holocaustes divers et variés. Ça nous dit quoi sur nous? À mon avis, on a tous conscience de vivre une période de transition vers une forme de dégénérescence culturelle. Un peu comme un citoyen de l'Empire romain au 5e siècle devait sentir
au moment du sac de Rome, qui vivait dans un monde qui meurt. Alors vous allez me dire en quoi ça concerne le Covid? Eh bien, je pense que cette obsession de l'apocalypse, qui est la nôtre, nous a préparés mentalement à vivre des temps d'exception. Et qui dit temps d'exception dit mesure d'exception. Et de mon point de vue, ça facilite grandement le consentement aux mesures liberticides. À la limite, moi-même, si demain je vois un zombie dans les rues de Paris qui me dévore la cervelle d'un passant, je serais étonné, je serais choqué, mais je ne serais pas plus surpris que ça. C'est pas inconcevable pour moi de voir un zombie qui dévore la cervelle de quelqu'un. Ce qui est en soi complètement stupide et irrationnel. Je ne crois pas aux zombies, les zombies n'apparaîtront jamais, c'est complètement idiot. Mais on est préparé mentalement à vivre des temps d'apocalypse. Donc les mesures d'apocalypse ne sont pas irréelles pour nous. Deuxième point qui génère le consentement, et ça c'est un point central, ce sont les modélisations mathématiques des experts qui légitiment toutes les mesures liberticides. La plus fameuse et la plus influente a été celle de Neil Ferguson, mathématicien et épidémiologiste de l'Imperial College de Londres. Et entre parenthèses, la seule étude d'envergure au niveau mondial. Ce qui, moi, me questionne beaucoup sur une épidémie qui génère des milliers de milliards de dollars de coûts, des suspensions de liberté, etc., voire une seule épidémie. On serait attendu à ce que l'espèce humaine soit capable de plus de diversité intellectuelle. En tout cas, son analyse, sa modélisation à Ferguson a été reprise par le monde entier. Voire en France, l'article du Monde du 16 mars, le Conseil scientifique en France, par exemple, s'est basé directement sur cette étude pour conseiller au président Macron le confinement, et ensuite on a eu le confinement. L'idée, pour lui, c'est que si on ne fait rien, on aura entre 300 et 500 000 morts en France. Alors quand on entend ce chiffre, on se dit qu'on a une chance sur 100 de mourir. La roulette russe. Dans ces conditions, l'enfermement, il n'est pas étonnant que l'enfermement fasse l'objet d'un consensus. Mais examinons quand même ce modèle. D'abord, 500 000 morts, c'est une fourchette haute. D'ailleurs, il s'en sort aujourd'hui, Ferguson, en affirmant que c'était une hypothèse parmi d'autres, ce qui est très pratique, puisque quel que soit le nombre de morts, il aura raison dans une hypothèse. Sauf que c'est le chiffre qu'il n'a jamais démenti, et qui a légitimé les confinements, et qu'à l'époque lui-même revendiquait. Et c'est ce chiffre qui a permis de créer le climat de peur qui a légitimé les mesures liberticides. Quelles hypothèses dans son modèle? D'abord, pas de mesures barrières. C'est une hypothèse incroyable, totalement farfelue. Si vous avez un virus qui tue les gens, vous allez vous protéger par voilà, auto-préservation. Vous n'allez pas lécher la barre du métro pendant 2 heures. Non, vous allez prendre des mesures. Alors certaines personnes ne le font pas, mais vous pouvez faire toute la communication que vous voulez, ces personnes-là ne le feront jamais. Par contre, 90% de la population le fera. Surtout, il a pris des hypothèses de létalité et de contagion. Il a fait un mix entre la grippe espagnole et Ebola. Alors qu'on sait depuis le début que c'est un coronavirus, on peut se dire qu'il va prendre des hypothèses liées aux anciens coronavirus. Non, non, il a pris la grippe espagnole et Ebola. On est à la limite du canular scientifique. Et c'est ce modèle qui a directement inspiré toutes nos mesures liberticides. C'est extrêmement inquiétant. On peut noter au passage que Ferguson était membre du conseil scientifique britannique avant d'être viré parce qu'il a accueilli 2 fois sa maîtresse chez lui pendant le confinement pris suite à ses modélisations catastrophistes. On peut se demander si vraiment lui-même croyait à son hypothèse catastrophiste. Une autre étude, par exemple celle de Devoteam du 7 mai, va jusqu'à parler de 800 000 morts en France, avec une nouvelle hypothèse encore plus drôle, qui est que la France restera au nombre de tests de l'époque, je ne sais plus si c'était 1000 ou 5000 par jour, c'était un nombre dérisoire. Il est évident que face à une menace, la France va augmenter ses tests. Donc c'est une hypothèse qui est simplement stupide. Dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a la chance d'avoir un pays qui a le courage de suivre une voie originale, c'est la Suède. Est-ce qu'il y a eu l'explosion de morts attendue en Suède qui n'a pas confiné? Pas de confinement, donc explosion de morts, nous disent tous les modèles. Et bien moi je parle, c'est le 12e pays en nombre de morts par habitant, qui en plus est en baisse constante dans l'échelle relative des pays, puisque contrairement aux autres, il n'y a pas de retour d'épidémie. Donc sans confinement, ils ont le même bilan que les pays avec confinement. Et ça vaut aussi pour les Pays-Bas. Comparons la Suède et le Québec. Allez, 10 millions d'habitants en Suède, 8 au Québec. 20 habitants au kilomètre carré en Suède, 5 au Québec. Même climat. Exactement le même nombre de morts. Exactement le même nombre de morts, pardon. L'un pays a confiné, le Québec, une région, et un autre n'a pas confiné, la Suède. Comment les catastrophistes peuvent expliquer ça? Les mêmes conditions, le même bilan, l'un a confiné, l'autre n'a pas confiné. En France, l'Institut Pasteur a repris les conclusions de Ferguson en indiquant par exemple que sans confinement, on aurait eu 125 000 personnes en réanimation en plus, et comme on n'a que 10 000 lits, on aurait eu entre 100 et 115 000 morts en plus, au minimum. Mais où sont ces morts dans les pays non confinés? Et là, on a un problème essentiel. Il n'y a pas de démocratie possible si les citoyens abdiquent leur capacité de penser au profit des experts, ce qu'on appelle la technostructure.
Concrètement, c'est quoi le process? Vous avez un expert ou une organisation, par exemple ici, l'Institut Pasteur qui fait sa modélisation catastrophiste. Vous pouvez avancer tous les arguments que vous voulez, les plus pertinents de la Terre, on vous renverra toujours à cette réflexion. Mais quoi, tu sais mieux que l'Institut Pasteur? Ce sont des professionnels. Ils savent mieux que toi, laisse les gérer. Ils ont donc la vérité. D'où, entre parenthèses, le scandale Raoult. Raoult, qui est reconnu comme un expert, donc détenteur de vérité aussi, et comme un des plus grands experts au monde, mais lui est en dissidence. Donc il dévoile la supercherie qui est, qu'en réalité, les experts, donc non pas la vérité, mais une opinion. C'est pas parce que ce sont des experts qu'ils ont tort, mais c'est pas parce que ce sont des experts qu'ils ont raison. Et l'opinion des experts ne doit pas être acceptée sans réfléchir parce que ce sont des experts, mais elle doit être soumise, comme tout à chacun, à l'analyse critique. Ça ne veut pas dire être complétiste, ça veut dire une analyse critique. Ici, l'Institut Pasteur s'est planté, et ça pose un problème parce que c'est toujours eux qui conseillent le gouvernement et qui conseillent les mesures liberticides. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, c'est la question des lits en réanimation. Là, c'est l'argument qui a le plus frappé auprès des gens. Il n'y a plus de lits en réanimation disponibles, donc on ne pourra pas sauver des gens qu'on aurait dû sauver si on avait des lits disponibles. Et c'est un argument qui s'entend et qui est très puissant. Quelle réflexion on peut avoir? Premier point, qu'est-ce qu'on doit penser d'une société qui fait dépendre ses libertés du nombre de lits en réanimation proposés par l'administration sanitaire? Nos libertés dépendent d'une décision administrative. Il faut présenter l'argument comme cela. Je doute que présenter ainsi la plupart des citoyens soient d'accord avec ça. Deuxième point, en France, on a 5000 lits de réanimation. Il faut savoir qu'en général, ils sont occupés à 95%. Donc même dans les épidémies de grippe, on a eu des tensions sanitaires. Alors avec une nouvelle épidémie, on voit ce qu'on a vu. L'Allemagne en a 22 000, 4 fois plus, avec un taux de dépenses publiques inférieur. Alors c'est vrai qu'ils sont plus riches, mais pas du simple au quadruple. En 7 mois, que s'est-il passé? Combien d'hôpitaux ont été construits en France face à une menace, paraît-il, extraordinaire? Zéro. Combien de lits en réanimation en plus? Zéro. Que fait la bureaucratie? Que fait la bureaucratie sanitaire? Les Chinois, en 10 jours, construisent un hôpital à Wuhan. En 7 mois, on en fait zéro. Comment expliquer cela? On va me répondre la vraie question. Samuel, tu as raison, les experts, les politiques, les bureaucrates, ils sont tous plantés. Mais à un moment donné, on manque de lits. Donc on ne peut pas accepter que des gens qui auraient vécu meurent. Et ça, c'est un argument difficile auquel les pro-liberté ont toujours du mal à répondre. Je fournirai 2 réponses. Première réponse, il faut se désintoxiquer des modèles catastrophistes du confinement, qui sous-tendent toujours cette réflexion. Non, on le voit en Suède, le confinement n'a pas provoqué plus de morts. Voilà. Ah, donc ça, c'est un argument fort. Deuxième argument, on peut dire, moi c'est ce que je pense, que probablement on aurait quelques centaines ou milliers de morts en plus. Donc là, il y a 2 opinions. L'opinion raisonnable qui est la suppression d'autant de liberté, la mise à plat de l'économie, empêcher la jeunesse de vivre sa jeunesse, qu'elle n'a qu'une fois, sacrifier notre avenir, en partie, mettre au chômage des centaines de millions, des milliers, voire des millions de personnes, acculer à la pauvreté des centaines de milliers, versus 2 à 3 000 personnes de 85 ans qui ne pourront pas vivre 2 ou 3 ans de plus avec des pathologies lourdes. La raison dit, la réponse est évidente. Et l'émotion dit, un mort est intolérable, mieux vaut tout sacrifier et sauver 2000 personnes de 85 ans. On vit à une époque qui préfère la réponse émotionnelle. C'est comme ça, c'est triste, je le déplore, mais argumentativement, c'est ça qui l'emporte. Alors il faut essayer d'être malin, mais c'est compliqué. Et c'est pour ça que je termine sur une note négative. Pour moi, quel est l'avenir? Sombre, parce que le logiciel est le même, comme en mars, c'est celui du principe de précaution. Je vais faire une vidéo bientôt sur le passage, le changement de paradigme civilisationnel, pour utiliser des grands mots de notre société, d'un principe organisé de la société sur un principe de liberté et maintenant organisé sur un principe de précaution, principe extrêmement liberticide. Merci.